on va commencer par une petite introduction. Ce webinaire, en fait, je l'ai préparé depuis quelques temps et je lui ai donné plusieurs noms. J'ai voulu l'appeler Qui sont les méchants, j'ai voulu l'appeler Le paysage de la cybercriminalité, j'ai voulu l'appeler sous plein de noms différents. Et finalement, la question, c'est de savoir qui en a après vous, parce que vous allez voir que le pourquoi, finalement, on le sait tous. Tristement, on sait ce qui motive les gens à essayer d'attaquer des entreprises, ce qui motive les gens à essayer de voler des données, de les chiffrer, etc., etc., etc. Donc tout ça, c'était ce petit historique dont la vocation finalement, c'est de se dire que c'est pas finalement une nébuleuse comme certains le croient. On voit encore le paysage de la cybercriminalité comme étant cette espèce de gros nuages noirs qui plane au-dessus de nous, et c'est un peu plus précis que ça, c'est un peu plus organisé que ça. Ça répond à un certain nombre de schémas et à un certain nombre de critères qui finalement sont des choses que l'on connaît finalement très très bien. Et déjà, une fois de plus, je vous remercie tous de vous être connectés sur ce webinaire. Et alors, j'ai pas envie de dire que vous allez rien apprendre, parce que si vous apprenez rien, c'est-à-dire que j'ai raté ma préparation. Mais j'espère que vous allez découvrir des petites choses et surtout vous rendre compte que vous en savez beaucoup plus sur le paysage de la cybercriminalité que vous ne le pensez. Voilà, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, et vous allez voir qu'on va y aller, très très vite. Et ben, qui en a après vous? C'est très simple, c'est les Russes, les Ukrainiens, les Chinois et les Nord-Coréens. Voilà, merci, bonne journée. Plus sérieusement, voilà, c'est un peu l'idée qu'on se fait, c'est ces gens-là qui, en général, trustent on va dire les titres des journaux quand il s'agit de grandes cyberattaques. On a attribué l'attaque SolarWinds aux Russes, on a attribué pas mal d'attaques aux Nord-Coréens également, etc., etc. C'est une partie de la vérité, on peut pas le nier, on peut pas dire le contraire, c'est une partie de la vérité, mais évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et au-delà du trait d'humour, effectivement, qui consisterait à réduire finalement la population de la cybercriminalité à ces 4 pays contre qui je n'ai absolument rien, on va voir qu'il y a effectivement un panel d'acteurs dans ce monde-là, qui sont des acteurs qui vous concernent directement, puisque effectivement tout ce qui est attaque, on va dire sponsorisée par des États, par des nations, par des groupes d'intelligence, c'est finalement assez peu de choses dans ce paysage-là, mais ça a quand même des conséquences sur votre quotidien à vous. Donc, je me présente, je m'appelle Benoît Melin, je travaille depuis bientôt 1 an chez F-Secure, que j'ai rejoint juste après le premier confinement l'année dernière, et avec grand plaisir. Je suis solution consultant sur la partie détection et réponse en mode managé, donc l'offre Countercept chez F-Secure. Et je vous propose aujourd'hui l'agenda suivant, donc une petite introduction sur les conséquences que peuvent avoir la cybercriminalité sur l'économie. Une vue du monde cybercriminel, on ne peut pas être exhaustif là-dessus, mais j'ai choisi un axe qui, je pense, vous intéressera, et avec quelques clés qui sont, je pense, les bonnes pour essayer de décrypter ça. Quelques exemples qui nous amèneront justement à la manière dont on peut traquer et détecter ce type de comportement. Alors, pour votre information, je n'ai pas accès au chat, mais ma collègue Jennifer, que je remercie encore, n'hésitera pas à me prévenir par d'autres moyens s'il y a des questions, ce genre de choses, puisqu'elle a la visibilité dessus. Donc, s'il y a des questions, vraiment, n'hésitez surtout pas à les poser. Voilà, on aura une session de questions et réponses à la fin de ce webinaire. Alors, pour démarrer, en fait, on va parler des conséquences, parce que finalement, la cybercriminalité, on a parlé des grands événements, on a parlé de SolarWinds, ce genre de choses. On peut parler de beaucoup de ces exemples-là qui sont à très très haut niveau, mais finalement, le poids de la cybercriminalité sur les économies des pays, ce poids, il est énorme, il est pris en compte à plus haut niveau.
C'est ce qu'on a vu en février dernier, hein, le 18 de mémoire, lorsqu'Emmanuel Macron a annoncé un plan visant à affecter 1 milliard d'euros pour renforcer la filière de la cybersécurité en France, excusez-moi, pour aider les entreprises à se protéger, pour aider les entreprises qui font de la cybersécurité à adresser un maximum de clients, pour faciliter, je dirais, les travaux de recherche en termes de technologie et surtout faciliter la mise en relation d'un certain nombre d'acteurs de ce domaine-là. Donc on voit que c'est pris en compte au plus haut niveau de l'État, hein, et si on ne parle que de la France pour l'instant. Mais si on prend un autre exemple, on peut parler du président de la Réserve fédérale américaine, qui disait qu'il redoutait encore plus une crise cybercriminelle importante que la crise que la crise économique de 2008. Donc le risque cyber, on le voit, il est pris en compte à très très haut niveau parce que ça impacte directement le potentiel économique d'un État, hein, d'une nation. Ça impacte effectivement la faculté à produire des entreprises, à produire de la richesse, donc ça impacte le PIB. Donc on voit que c'est pris vraiment très très au sérieux par les instances dirigeantes. Donc quand on a dit ça, on se doute qu'on a un certain nombre d'acteurs qui, derrière, essayent de contrecarrer les plans des cybercriminels. Alors, j'ai pris 2 exemples parce que ça rappelle un peu le Far West, mais voilà, on a les Most Wanted, vous savez, vraiment les gens vont rechercher par le FBI, ici en l'occurrence, mais on pourrait trouver d'autres sources, hein, dans nos services de renseignement en France, par exemple, etc., pour rechercher les plus fameux criminels du monde cyber. Donc on a ici 2 descriptifs, hein, d'un Nord-Coréen et d'un Russe. Une fois de plus, il y a énormément de littérature à propos de ces gens-là. Il y a énormément de très bons documentaires que vous pouvez voir sur la manière dont ces gens-là évoluent, hein, dans leur pays, dans leur travail, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Mais voilà, donc c'était une autre manière de montrer que l'on prend ça très 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 au sérieux, que ce soit en France, que ce soit ailleurs, évidemment, parce que une fois de plus, c'est une atteinte directe au potentiel économique d'un État, d'une nation, d'un pays. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, on va se poser une question qui est simple. Finalement, tous ces gens-là, ces Most Wanted, ces gens qui ont fait l'attaque SolarWinds, etc., finalement, ils n'en sont pas directement après vous. Alors, ce vous n'est pas du tout, comment dirais-je, ni péjoratif ni condescendant. C'est de parler, le vous, c'est les entreprises françaises et c'est nous, F-Secure également. C'est finalement l'ensemble du paysage économique français, quelle que soit sa taille, quelle que soit son importance. Et l'expérience le prouve. Voilà, au cours de ces 12 derniers mois passés chez F-Secure et puis même dans d'autres expériences, mais la taille de l'entreprise n'est pas forcément un critère qui est retenu pour lancer une attaque. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe ? On a des attaques sponsorisées par des nations, des États, hein, je pense qu'on connaît tous cette approche-là, qui ont le plus haut degré de raffinement, qui ont le plus haut degré de sophistication, une fois de plus, hein, SolarWinds, typiquement le meilleur exemple. Et finalement, tout ce qui va être fait dans le cadre de SolarWinds, ça va être déconstruit par un certain nombre de personnes. Alors bien évidemment, les acteurs de la cybersécurité, comme F-Secure le fait dans son lab, mais également fait par des gens du monde cybercriminel, qui va finalement s'approprier les TTP, donc les tactiques, techniques et procédures, excusez-moi, j'ai toujours envie de dire protocole, je ne sais pas pourquoi. Donc les TTP mis en place par ces groupes extrêmement sophistiqués pour pouvoir mettre en place un certain nombre de stratégies visant à extorquer de l'argent, on le verra plus tard. Donc, il y a beaucoup de moyens qui sont mis pour ça, mais c'est moins que ce qu'on voit au-dessus, par les pays que j'ai cités. Hein, j'ai pas mis l'Ukraine, mais j'aurais pu. Quoique l'Ukraine, c'est un petit peu un cas à part. J'hésitais à le mettre au départ, mais on y reviendra peut-être si on a le temps. Ensuite, finalement, on a les activistes, hein, ces gens qui sont animés par une
une motivation d'ordre social, économique, politique, par des convictions qui font qu'ils ont envie de s'en prendre à un acteur parce qu'il représente, selon eux, je sais pas, l'image du parfait pollueur, l'image du parfait acteur économique qui ne respecte pas un minimum du contrat social, etc., etc. Donc on voit qu'en cascade, voilà, j'ai pris l'exemple des Anonymous, mais on voit qu'en cascade, tout ça peut redescendre finalement au plus anodin des acteurs, au plus anodin et encore, ou à ces jeunes qui, de leur chambre, vont essayer, pour le fun, d'aller breacher des entreprises, de rentrer dans des SI, etc., etc. Mais donc, finalement, tout ce qui est fait au plus haut niveau de la pyramide ici, c'est un peu la R&D du reste. Si je devais le catégoriser, je dirais que c'est organisé comme ça. Donc, on voit que on a la R&D tout en haut, qui va essayer de trouver les choses les plus raffinées, une fois de plus, pour passer sous les radars. On aura une industrialisation qui va être faite, évidemment, au niveau du crime organisé, puisque la R&D ayant été déjà faite, on va essayer de s'appuyer là-dessus pour, dans une notion de volume, aller générer du gain, aller générer du ROI. On reverra ça plus tard. Bien évidemment, il y a de l'utilisation et de l'apprentissage qui en sont faits derrière par les deux autres acteurs du bas de la pyramide. Donc, on voit déjà que rien que dans cette approche-là, dans cette approche d'innovation, même, j'ai envie de dire, si on prend une fois de plus le parallèle avec le monde de l'entreprise, on a de la R&D, on a de la production, et on a tous ces gens qu'on fait monter en compétences tout au long de l'échelle. Alors c'est intéressant du coup parce que effectivement, quand on va commencer à parler des motivations, qu'est-ce qui va se passer? Les nations, les États sont motivés par de l'espionnage politique, parfois industriel, même souvent, économique bien évidemment, et par potentiellement des tentatives de déstabilisation. Je pense que l'affaire, je la cite beaucoup, je m'en excuse, mais c'est quand même pour moi le gros événement de ces 6 derniers mois. L'affaire SolarWinds a quand même des impacts sur la manière dont les États-Unis se gèrent en termes de sécurité et sur le volume de données qui peut avoir été exfiltré des entreprises qui ont été concernées par cette affaire. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement grave derrière, d'extrêmement sérieux. Pensez-vous que les US sont cyclines dans la matière? Très bonne question. Je ne les cite pas. En fait, ce que j'ai cité ici, c'est, on va dire, des pays qui ont indirectement revendiqué une puissance offensive en matière de cyber. Ni la France, ni les États-Unis, ni plein d'autres pays ne l'ont fait, mais on sait qu'on a un potentiel pour ça. On sait que on est capable de faire un certain nombre de choses, juste ça n'a pas été utilisé dans les mêmes conditions. Maintenant, je pense que, comme beaucoup de gens, les Français, les Américains, quand ils ont besoin de quelque chose, ils se privent d'aucun moyen. Quand il s'agit d'intelligence, quand il s'agit d'espionnage, etc. Donc, voilà, juste que j'affiche, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui ont indirectement affiché ce potentiel offensif et le fait qu'ils utiliseraient l'arme cyber très, très ouvertement. Voilà, si je continue, côté crime organisé, ce qui va motiver, là, une fois de plus, je ne vais rien vous apprendre, c'est le gain financier. On va chercher de l'argent, ni plus ni moins, et l'argent facile a toujours attiré énormément de gens. À plein de niveaux et dans plein de contextes. Donc, cette motivation première, une fois de plus, fonctionne parfaitement bien. Les activistes, on l'a vu, c'est la contestation idéologique, l'agitation sociale, la déstabilisation, les scripts qui disent, qui les motivent. C'est le défi technique, c'est l'apprentissage, c'est le côté rebelle. Voilà, c'est plus purement ce défi. Je citais... c'est Edmund Hillary qui avait dit à qui on avait demandé pourquoi. Non, c'est Lord Mallory, pardon, à qui on avait demandé pourquoi il voulait grimper l'Everest. Il avait dit parce qu'il est là. Les scripts qui disent, c'est un peu ça, c'est vraiment ce goût du défi technique.
Oui, on dit ne pas oublier l'Iran, oui, potentiellement, mais une fois de plus, le but n'est pas ici. On va plus se focaliser vraiment sur la partie cybercriminelle plutôt que de parler de cette partie espionnage et de cette partie vraiment du haut de la pyramide. Mais la question et la remarque fait tout à fait sens. Le monde cybercriminel, voilà, hop, on y arrive. Le monde cybercriminel, avant de l'aborder, je vais vous citer des sources parce que c'est important. Je me suis beaucoup appuyé sur les différents rapports et les retours d'expérience de mes collègues chez F-Secure. Vous savez qu'on produit des rapports que l'on publie assez régulièrement, qui sont, je trouve, super intéressants. On publie des retours d'expérience, on l'a fait sur SolarWinds, on l'a fait sur des groupes comme Egregor, comme Lazarus, etc. Je me suis aussi appuyé sur un rapport de Positive Technologies qui s'appelle The Criminal Service Market, dont vous verrez des extraits ici. Je me suis appuyé également sur des rapports de l'ANSSI, parce que l'ANSSI fait un très beau boulot là-dessus, et diverses sources de news et d'actualité. Je vous cite ça histoire de dire, voilà, s'il y a des gens qui veulent creuser un peu plus, il y a beaucoup de littérature sur ce domaine-là. Alors, c'est parfois des rapports qui sont un peu anciens, c'est vraiment quelques dizaines de mois à tout casser, mais c'est vraiment des infos qui sont fiables, donc n'hésitez pas à aller vous servir dans ces différentes sources. Bien évidemment, ce que publie F-Secure peut être une matière tout à fait intéressante. Alors, quand on va commencer à parler de cybercriminalité, je vais prendre je suis un fan de cinéma et donc je vais forcément prendre des parallèles avec des choses qu'on connaît. Mais voilà, si on prend le monde cybercriminel, en fait, il répond au même principe de structure que n'importe quelle industrie. C'est-à-dire qu'on va avoir des fournisseurs de services, des fournisseurs de solutions, des fournisseurs de données. Ne serait-ce que si on parle de l'IT, ça marche exactement pareil. On a des boîtes de services, on a des éditeurs de solutions, on a des gens qui vous fournissent des données exploitables pour réaliser votre métier. Et une fois de plus, dans le monde cybercriminel, c'est exactement pareil. Tout ce qu'il y a à mettre en face, c'est pas vraiment un client. Pour le gain financier, voilà, c'est des victimes. Le client, on le chasse, la victime, on la trouve. C'est la différence qu'on va faire. Mais une fois de plus, du côté du crime organisé, parce que je veux vraiment insister sur cette notion, le monde cybercriminel est un monde extrêmement organisé. Si on regarde l'organisation macro, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir, alors je pense que beaucoup d'entre vous ont vu la série à laquelle je fais référence sur ce slide, avec le professeur. En fait, on va avoir quelqu'un qui va sponsoriser l'attaque, quelqu'un qui va être le paymaster, celui qui va choisir les ressources, celui qui va choisir les moyens qui vont lui permettre de réaliser l'attaque qu'il souhaite réaliser. Donc, il va pouvoir choisir des malwares, il va pouvoir choisir des données, des accès, des exploits. Il va pouvoir choisir des techniques. Il va pouvoir choisir aussi un certain nombre de moyens qui vont lui permettre de récupérer, dans le cadre du ransomware, le paiement des rançons. Et tout ça va se cristalliser derrière sur, bien évidemment, des individus, puisqu'on va rechercher des credentials qui auraient pu leaker dans des organisations pour pouvoir potentiellement générer un exploit. On va choisir des sites internet potentiellement pour faire du waterhole, potentiellement aussi pour générer un certain nombre d'attaques techniques, et bien évidemment choisir une entreprise qui permettra, qui sera l'entité victime, entre guillemets, de l'attaque. Un autre parallèle que je vais prendre en termes de modèle économique, c'est Ocean's 11. En gros, vous vous souvenez à peu près de l'organisation. Vous avez George Clooney, Brad Pitt et ce merveilleux acteur qui est Elliot Gould qui joue le rôle de l'attaque paymaster. En fait, on va mettre sous ce terme également la notion vraiment d'organisateur, de chef de l'attaque, vraiment de la personne qui va mettre en musique cette attaque, de chef de projet quasiment de l'attaque.
Et vous allez avoir derrière l'ensemble de compétences qui vont être appelées pour réaliser cette attaque, que ce soit de la compétence technique, que ce soit des données, que ce soit une fois de plus des personnes. S'il faut du manpower pour réaliser des attaques, il faut du botnet, il faut des moyens de récupération de rançon, comme je le disais. C'est des moyens complexes, hein, c'est de la crypto-monnaie, mais il y a quand même des chaînes complexes qui sont mises en place pour être sûr d'anonymiser finalement la personne qui va recevoir le montant de la rançon. Et puis toute la partie technico-technique, les malwares évidemment, et l'ensemble des outils et des TTP qui seront utilisés pour réaliser l'attaque. Et tristement, on va revenir à cette notion de vous, hein, qui est aucunement condescendante, mais finalement, là, le Bellagio, c'est nous qui payons tous. Hein, pour le coup, j'ai fait un nous très inclusif. J'aurais dû mettre un nous dans mes slides plutôt qu'un vous. Mais voilà, l'histoire, c'est vraiment de se dire qu'on a on a une population de victimes potentielles qui est très importante. Et à partir du moment où le modèle que je suis en train de vous décrire fonctionne, il n'y a aucune raison que ça s'arrête finalement. Et pour ceux qui connaissent, la kill chain, en gros, si on regarde la kill chain qu'on va résumer ici sur 6 étapes, hein, on sait qu'elle peut être plus ou moins complexe dans sa description, mais finalement, elle décrit toujours la même chose. La reconnaissance, l'accès initial, on va dire la première compromission, le patient zéro, les moyens de persistance, l'escalade de privilèges qui va permettre de réaliser le mouvement latéral et ensuite les actions sur objectif. Donc clairement, quand on attaque une organisation, quand on attaque une entreprise, on compromet une machine sur laquelle on va s'assurer que l'on peut accéder de manière permanente. Une fois qu'on y a les accès, on va essayer de gagner en privilège, hein, sur les actions que l'on peut réaliser, de manière à pouvoir étendre l'empreinte dans l'infrastructure visée et de pouvoir réaliser un certain nombre d'actions. C'est ce qu'on veut à tout prix éviter en termes de cybersécurité. Ces actions, ça peut être le vol de données, ça peut être l'espionnage, et ça peut être bien évidemment le ransomware, hein, qui nous inquiète tous en ce moment. Donc voilà, la kill chain, on la résume sur ce slide ici comme ça. Et finalement, on va voir qu'en face, tout peut se vendre. Et aujourd'hui, sur le Darknet, tout peut se vendre. On peut vendre des victimes faciles, c'est-à-dire qu'en termes de reconnaissance, aujourd'hui, vous avez des gens qui font tourner des scans un peu partout, dont le but est de trouver des vulnérabilités et de vendre ces vulnérabilités ensuite à des groupes cybercriminels. Si je fais le parallèle avec des gens qui essaieraient de s'attaquer à votre maison, là, on a une population de personnes qui, en gros, passe la journée dans votre rue à regarder qui part à quelle heure, qui fait quoi, quelles sont les fenêtres, quelles sont les portes, les garages, les portails, etc. Et puis qu'à un moment, on va dire, voilà, à la maison, au numéro 10 de la rue quelque chose, il y a une porte de garage qui ferme mal, etc. Et c'est pas lui qui ira voler, par contre, il va revendre cette information à quelqu'un qui, lui, ira commettre un forfait derrière. On peut vendre aussi donc des exploits. En gros, face à une vulnérabilité, comment je peux l'exploiter? Tout ça, ça se vend. On peut vendre des accès. On verra qu'il y a des credentials qui se vendent, hein, sur Internet aujourd'hui, des credentials qui ont été récupérés par différents moyens, par différents canaux, mais qui peuvent être aussi un moyen de réaliser cette première compromission. La vente de comptes à privilèges également. Alors ça, c'est encore plus important puisqu'on s'affranchit d'une partie du travail à partir du moment où on dispose de ça. On va pouvoir même vendre une empreinte aussi dans une entreprise. Là, je suis rentré là, j'ai compromis 30% du parc. Je peux revendre ça. Je ne suis même pas obligé d'aller jusqu'au bout. Je peux déjà revendre ça. On peut vendre des données à partir du moment où on les a exfiltrées et puis on peut extorquer des victimes, évidemment. C'est même un des moteurs les plus importants de ce type d'organisation et de ce type de démarche. Si on avance un petit peu, donc finalement, qu'est-ce qu'on peut acheter pour vous soutirer de la valeur? Parce que finalement, le but, il est là. Qu'est-ce qu'on peut acheter sur le dark web? On en a vu une petite liste ici, de manière un peu plus précise. Voilà, on a un coût moyen, hein, pour exploiter une vulnérabilité Windows qui peut être de l'ordre de $2 500. Vous voyez que finalement, c'est pas énorme. Mais on peut acheter du malware.
donc du malware qui va nous permettre de voler de la donnée, du RAT, hein, du Remote Access Tool, des ransomware, ce genre de choses, tout ça, c'est disponible, c'est parfaitement achetable, entre guillemets, et c'est à la disposition, entre guillemets, de n'importe qui, pour peu qu'on se donne les moyens qui, une fois de plus, ne sont pas si complexes d'accéder au Darknet. On va également pouvoir, une fois de plus, comme je vous le disais, acheter des exploits, donc des programmes pour exploiter des vulnérabilités. On va pouvoir acheter de la donnée. Dans les données, vous voyez l'exemple en bas à droite, hein, on a des comptes PayPal avec le login, le mot de passe, et en disant, bah voilà, il y a 3 000 $ dessus, t'achètes le compte, c'est cadeau, tu fais ce que tu veux de tes 3 000 $, surtout t'es discret, et après, c'est en avant, quoi. Le compte, hein, vous voyez le prix, il est à 150 $. Donc, un compte comme ça qui est vendu à 150 $, c'est hyper intéressant pour celui qui l'achète. Il ne faut juste pas se faire prendre, hein, c'est comme tout. On peut rouler à 200 sur l'autoroute, il ne faut pas se faire prendre. Je réfuterais avoir tenu ces propos devant le tribunal, mais bon. Plus sérieusement, la vente de données, elle est hyper intéressante parce qu'on va retrouver, une fois de plus, des moyens qui vont nous permettre d'accélérer comment dirais-je, le fait de breacher une entreprise. Et puis des accès existants à des services avec des niveaux de privilèges élevés, à des CMS par exemple, hein, on entend souvent parler de WordPress sur lequel il y a pas mal de vulnérabilités, c'est qu'un exemple, il y en a plein d'autres, mais ça peut permettre effectivement de faire du waterfall par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, c'est quand même plutôt fourni. Et une fois de plus, on se rend compte qu'il y a moyen d'acheter à peu près tout ce qu'il faut pour pirater, je ne vais pas dire n'importe qui, mais pour lancer effectivement des actions parfaitement criminelles face à un certain nombre de cibles. On peut également, donc dans les malwares, j'ai remis d'autres exemples. On va aussi trouver. Alors, attendez, j'ai un petit problème. Ah bah oui, voilà. J'avais une duplication de mes slides. Je suis désolé, j'étais passé trop vite en me relisant. Je voulais faire un focus sur les malwares et une fois de plus, il en manque. Mais voilà, dans tout ce qu'on peut acheter, on va trouver des cryptolockers. Avec le dropper associé, donc le malware qui vous permet d'attaquer l'entreprise, de faire télécharger le cryptolocker qui va ensuite vous permettre de déployer le ransomware, hein, enfin d'activer le chiffrement des données et la demande de paiement. Il y a du fileless, évidemment, donc des méthodes qui vont permettre, excusez-moi, d'exécuter un code malveillant juste en mémoire, donc sans fichier, ce qui permet de passer sous le radar d'un certain nombre de solutions de sécurité. Du spyware, collecter des données sur la victime, ça va permettre de récupérer des credentials, de récupérer énormément de données, d'espionner évidemment, hein, d'un point de vue industriel, par exemple, mais on va pouvoir aussi récupérer plein de données, donc de credentials, des données métiers, des données clients, des données personnelles, etc., qu'on va pouvoir revendre après. Bien évidemment, des chevaux de Troie, bien évidemment, des vers dont le but est de se répandre le maximum et d'avoir une empreinte aussi large possible, à la fois sur des... Comment dirais-je à la fois au sein d'une même organisation et à la fois au sein je dirais, d'un panel d'organisations pour une fois de plus revendre des accès existants, puis des rootkits qui permettent de contrôler l'ordinateur des victimes avec des privilèges assez élevés. Il y a une réaction sur le chat, effectivement, à propos de PayPal. Alors, j'ai donné cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Effectivement, PayPal se sécurise beaucoup. J'ai eu, pour ma part, une expérience assez bluffante avec eux, puisque le numéro de téléphone que j'avais sur mon compte PayPal, dont je ne me servais pas depuis longtemps, c'était plus le mien. Et effectivement, pour avoir remis mon compte PayPal en état de marche, je vois que les procédures de sécurité utilisées sont hyper importantes aujourd'hui chez eux. Mais voilà, c'était juste un exemple pour vous dire qu'effectivement, vous pouvez récupérer... j'ai mis cette copie d'écran... mais ça peut être beaucoup d'autres outils. Mais effectivement, aujourd'hui, sur PayPal, on ne peut pas effectivement négliger leur sécurité, c'est tout à fait juste. Sur l'approche ransomware, alors, le degré de raffinement, moi, j'en rigole presque, mais
c'est triste quelque part. On peut acheter du ransomware en one shot. Alors à partir de, j'ai trouvé des prix vers les 50 $, et on peut aussi utiliser du ransomware as a service. C'est la tendance, le as a service. C'est la tendance aujourd'hui dans le monde économique, dans le monde industriel, d'utiliser du SaaS, du PaaS, du IaaS, tous les as de service que l'on connaît, finalement, pourquoi pas le ransomware. Donc, ça se décline en niveau de service avec différents modèles. Vous le voyez, entre 120 et 1900 $ pour un an avec un service premium, donc le package Elite, tel que vous le voyez ici. Donc, vous voyez, c'est un menu de restaurant, le truc. On peut avoir des notions de support, on peut avoir du Real-Time Client Manager, le dropper, le clone, on peut avoir tous les moyens d'obfuscation, etc. Il y a vraiment, tout le degré de raffinement est accessible. Vous choisissez votre abonnement. C'est, une fois de plus, comme tous les outils que l'on consomme aujourd'hui, les outils as a service que l'on consomme. Donc, vous pouvez avoir la totale pour 1900 $ par an. Mais alors, finalement, ça appelle une notion qui est tout à fait intéressante, c'est que le but ici, finalement, si on regarde, dans l'évolution de l'approche, on a globalement un attaquant qui réalise, et je reprends ici la kill chain, ça ne surprendra personne, un accès initial, le mouvement latéral, on déploie le ransomware, on l'active et on demande à la victime de payer. Ce modèle-là, on le connaît tous, mais on voit que dans le temps, il est en train de je ne vais pas dire de se raffiner, il est en train d'évoluer finalement. Par exemple, on va ajouter à ça le vol de données sensibles, évidemment, sinon c'est absolument pas drôle. Et ce vol de données, finalement, on va menacer de le divulguer et ça va ajouter un moyen de pression sur la victime. Bien évidemment, une fois que les données sont volées, elles ne vont pas juste dormir quelque part. Donc, en plus, elles vont être revendues. Et vous voyez que finalement, sur une approche qui était relativement simple au départ, qui était la pure demande de rançon, on a assorti finalement ce vol et cette menace de divulgation avec une revente de toute façon qui se fera à la fin. Mais au final, ce qui se passe, c'est que sous une même action de pénétrer l'IT d'une entreprise, on va avoir 3 moyens de gagner de l'argent. Et le but de tout ça, si je reprends voilà, ma pauvre entreprise, ma pauvre victime qui essaie finalement de survivre à cette attaque, bon an, mal an, elle va payer et finalement, il va falloir quelque part rembourser les sommes qui ont été engagées pour l'attaque. Finalement, c'est ça qui se passe. Donc, quand le groupe cybercriminel a acheté des listings de victimes faciles, entre guillemets, avec des vulnérabilités disponibles, en tout cas accessibles via Internet, quand on a acheté des exploits, quand on a acheté des accès, quand on a acheté des comptes à privilèges, quand on a acheté un abonnement à ransomware as a service, etc., tout ça, ça a un coût. Et finalement, les moyens de créer du ROI, parce que c'est finalement que de ça dont il s'agit, c'est le ROI, et les moyens de créer du ROI, on va se priver de rien finalement. Donc, au-delà même de la rançon, qui est déjà assez pénible, qui est déjà assez douloureuse, on va assortir d'autres moyens, des menaces de divulgation, de la revente de données, etc., pour que finalement, le bénéfice soit amplement supérieur à la dépense et qu'il y ait un retour sur investissement qui intéresse l'attaque Paymaster, celui qu'on a vu au début, celui qui va sponsoriser, celui qui va payer, le Elliott Gould d'Ocean's 11, celui qui va permettre de financer l'attaque et qui veut pouvoir effectivement retrouver ses petits à la fin et se dire, voilà, j'ai investi 100, je vais récupérer 200, 300, etc. Une fois de plus, tout ça, c'est en quelque sorte de l'argent facile. Ça demande juste de l'organisation, ça demande effectivement quelques moyens à mettre en place pour financer ces attaques, mais on voit bien que globalement, on a un ROI derrière qui est relativement naturel. Donc ça me semblait super important de revenir sur cette notion de ROI, sur le fait qu'effectivement, quelque part, tout se monnaie, et que ce monde cybercriminel reprend l'exact même type de structure
qu'un monde industriel, qu'un monde même mafieux, avec des gens qui fournissent du service, avec des gens qui fournissent de la technologie, avec des gens qui fournissent de la data, et que quand on met tout ça en place, finalement, les groupes cybercriminels s'y retrouvent, et ceux qui font ceux qui font les grands titres, hein, sont souvent ceux qui soit réalisent les attaques, soit ceux qui monétisent comment dirais-je, qui monétisent des moyens d'attaquer. Euh, oui, il faut qu'on avance. Euh, alors, quelques exemples, bien évidemment, on vous enverra les slides, mais je prends le cas d'Egrégor. Alors, Egrégor, je me suis demandé d'où venait le nom. En fait, c'est un concept métaphysique, c'est en gros l'agrégat d'un certain nombre de motivations, d'énergie et de désirs de plusieurs personnes. Donc, on voit le côté très fédérateur du truc. Egrégor, en fait, c'est un ransomware as a service. Qui fait qu'en gros, plusieurs groupes cybercriminels peuvent utiliser Egrégor. Chacun peut le faire à sa sauce, en payant son utilisation. Et finalement, comme Egrégor n'est pas le moins cher, globalement, on crée une victimologie type big game hunting. Vraiment, on va aller chercher des gens qui ont beaucoup d'argent, donc des grosses entreprises, pour essayer de gagner beaucoup, beaucoup d'argent et, une fois de plus, réaliser du ROI sur l'utilisation d'Egrégor. J'ai repris un exemple d'Emotet, hein, j'ai cité mes sources, c'est sur les documents de l'ANSSI. Emotet, aussi connu sous le nom de TA542. On voit ici, et je vous laisserai lire ça dans comment dirais-je, dans les slides qu'on vous fera parvenir, ou même si vous lisez le rapport de l'ANSSI, on voit que c'est des évolutions de différentes personnes et de différents groupes cybercriminels. Donc certaines personnes ont été arrêtées, mais on voit que ça a eu des ramifications assez importantes. Il y a toute une arborescence comme ça de groupes et de personnes qui ont utilisé et généré le groupe Emotet. Emotet as a service, hein, en gros, on a largement exploité le thème du coronavirus. On a ciblé des adresses mail professionnelles. Il y a eu du spam de sextorsion. Alors, il faut savoir, par exemple, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des mails de type on a pris le contrôle de votre webcam, on a vu ce que vous faisiez quand vous étiez tout seul à la maison et on diffuse ça si comment dirais-je si hop là, donc oui, je vous invitais donc à lire ces parties, F-Secure Blog et la partie Nitre, qui est super intéressante. Et donc, pour traquer les comportements, voilà, nous, pour aller assez vite, on a ce processus de threat hunting côté F-Secure qui nous permet de réaliser notre service de Managed Detection and Response, qui nous permet justement de traquer les comportements des groupes cybercriminels. Et on les connaît suffisamment bien pour se dire que finalement, le gap que l'on a, il ne concerne que le haut de la pyramide. Finalement, tel que vous l'avez vu en début de présentation, ce haut de la pyramide, c'est typiquement, comment dirais-je, les attaques sponsorisées par des États, par des gouvernements, qui vont être, c'est finalement la R&D. Et on va essayer de capter la R&D, nous, au fur et à mesure que ça apparaît, de manière à ne pas avoir de gap entre nos moyens de détection et les moyens d'attaque à la disposition des groupes cybercriminels. Ça nous permet aussi, une fois qu'on a détecté une attaque répondant à cela, hein, une fois qu'on a détecté ces comportements, parce qu'on va vraiment chercher à identifier chaque comportement dans une attaque, c'est pas sur toute la chaîne, c'est vraiment si on reprend la kill chain et celle-ci dans sa définition la plus stricte, à chaque étape technique, à chaque tentative de passer à l'étape suivante, on va essayer de capter les choses et ça va nous permettre, en maîtrisant, je dirais, les patterns, en maîtrisant les comportements, ça va nous permettre d'en déduire la réponse à apporter. Donc, c'est un point qui est important puisque la valeur de la première réponse est super importante. Nous, on fonctionne en plus avec une équipe qui à la fois fait la détection en s'appuyant sur des moyens automatiques, hein, évidemment,
et des moyens manuels, puisque le threat hunting a une partie, je dirais, pilotée par l'homme. Nous, on a choisi vraiment d'avoir le meilleur de la techno et le meilleur de la compétence humaine pour piloter ça. Mais c'est les mêmes gens qui font la détection et la réponse. Ça permet de ne pas avoir à gérer d'OLA, par exemple, et de ne pas avoir de délai entre le moment où on a détecté et le moment où on commence à répondre. Ça permet, je dirais, d'arrêter l'attaque, excusez-moi, le plus rapidement possible, et surtout, effectivement, d'éviter un maximum d'impact côté business. On s'appuie donc sur des matrices d'escalade assez flexibles, bien évidemment, qu'on met à jour avec vous, sur des playbooks de réponse, notamment des playbooks de réponse préautorisés. C'est-à-dire que vous nous autorisez à faire un certain nombre de choses sans vous demander votre accord. Ça permet de réagir très très vite et de pouvoir contenir une attaque. Bien évidemment, on ne fera pas tout en autonomie. Et pour le reste de la remédiation et de la réponse, on le fera en partenariat avec vous. Et ça permet d'être extrêmement rapide. Voilà, c'est la fin de la présentation. J'ai à peu près tenu les 45 minutes. Je vais tout de suite me reconnecter sur le chat pour voir si effectivement il y a des questions. Hop, tac. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je l'espère. Voilà, nous sommes toujours en live. Voilà, écoutez, s'il y a des questions, je vous lis. Donc n'hésitez pas à les poser. Il reste un peu de personnes. Il y a une question. J'ai une question qui a été... Ah Alors oui, effectivement, on m'avait perdu. Je remonte un peu le chat, du coup, excusez-moi, 10h39. D'accord. Alors, est-ce que le stockage des données hors système interne pourrait être une solution de sécurité? Alors, le stockage des données hors système interne, il va apporter une partie de la réponse, mais à partir du moment où on va, comment dirais-je, externaliser un stockage de données, il va falloir questionner la matrice de responsabilité concernant la sécurité de ces données. C'est-à-dire, vous allez passer un contrat avec un prestataire externe qui va stocker vos données, évidemment. Dans ce contrat-là, il va y avoir un certain nombre de choses et il ne faut surtout pas perdre de vue que à la toute fin, c'est vous qui êtes responsable de vos données. Donc, il faut questionner le contrat, il faut questionner les responsabilités. Ça peut être une partie de la réponse. Évidemment, on le voit dans justement la manière dont on consomme tout ce qui est as a service. Aujourd'hui, les systèmes de messagerie et les outils collaboratifs, les systèmes des ERP, ce genre de choses. Donc, c'est plutôt intéressant effectivement de poser cette question-là. Maintenant, il faut aussi, comment dirais-je, il faut aussi avoir en tête que les gens qui hébergent ces données-là sont quelque part des proies faciles. Et sur des attaques type supply chain, ça peut être effectivement la poule aux œufs d'or pour une entreprise, pour un groupe cybercriminel de voler ce genre d'entreprise. Donc voilà, c'est une fois de plus, il y a une analyse de risque, je pense, assez importante à mettre en... Enfin, c'est une analyse de risque à réaliser pour savoir effectivement où est-ce qu'on place le curseur, mais pour moi, ça peut être effectivement un élément de réponse. Alors, pourquoi je mets l'Ukraine un peu à part dans les pays cités? Alors, les pays cités, c'est beaucoup... j'ai cité surtout la Corée du Nord, la Chine et la Russie parce que, une fois de plus, c'est des pays qui ont affiché un arsenal offensif en matière de cyber. Si on regarde l'Ukraine, c'est un pays qui, un peu malgré lui, héberge des cybercriminels. Mais il n'y a pas de relation connue aujourd'hui entre ces groupes cybercriminels et le gouvernement ukrainien. Il y a plein d'autres pays qui sont dans ce cas-là, notamment des pays du Moyen-Orient, notamment des pays de l'ex-bloc communiste. Donc, l'Ukraine, on le cite souvent parce qu'il y a eu beaucoup notamment Emotet, qui avait toute une partie des équipes qui étaient là-bas, mais c'est
l'Ukraine n'est pas un pays qui a revendiqué aussi fortement un pouvoir de cyberoffensif comme les trois autres l'ont fait. Voilà pour cette question-là. Quelle est notre force par rapport aux autres DR managés? En fait, nous, on a créé chez F-Secure un outil de défense fait par des attaquants. On a vraiment des gens qui sont rompus à l'exercice de contenir des attaques, de sortir des attaquants en plein milieu des attaques aussi. On a été appelé parfois sur des suspicions de compromission et on a sorti des attaquants qui étaient en phase de mouvement latéral et en train d'étendre leur empreinte sur le SI. En fait, les gens qui travaillent chez nous au threat hunting ont 50% de leur temps qui est alloué à la recherche. Et cette recherche, c'est comprendre, découvrir, comprendre, analyser, maîtriser les moyens d'attaque les plus récents, les plus sophistiqués, ceux qui découlent directement des plus grands groupes cyberattaquants. Et au final, on a choisi, nous, de mettre en avant cette compétence et de leur donner l'ensemble des moyens technologiques dont ils pouvaient avoir besoin. À la fois, ça leur permet, eux, de réaliser effectivement ce travail de recherche et d'appréhension de ces moyens d'attaque dans les meilleures conditions. C'est un moyen de rétention aussi, puisqu'on leur permet de faire ce qu'ils aiment le plus, c'est-à-dire de jouer avec des outils d'attaque, de déconstruire des malwares, de déconstruire des TTP, et de mettre ça au profit de nos clients, plutôt que de leur promettre de passer des journées entières derrière des consoles. Alors, ils le font aussi, mais ils ne font pas que ça. Et c'est une des grandes forces de notre offre aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir allié le meilleur de la compétence humaine et le meilleur de la technologie. D'un point de vue de la stack technique aujourd'hui sur le service que l'on propose, très clairement, c'est un peu boîte noire entre guillemets pour nos clients, mais on fait du machine learning, on fait de l'UEBA, on fait beaucoup de choses comme ça. On a des règles de corrélation évidemment, donc on ne se prive de rien, mais c'est la compétence et les gens qui drivent ça. J'ai vu chez beaucoup de mes concurrents des choses extrêmement automatisées. Moi, j'avoue que ça me fait un peu peur. Alors, le machine learning, ça marche très bien et ça marche de mieux en mieux. L'intelligence artificielle au sens large marche très bien. Par contre, je pense que dans la compréhension de la stratégie d'un attaquant, vous ne remplacerez pas un threat hunter aguerri. Voilà, après, c'est une discussion que j'aurais plaisir à avoir avec vous en off, peut-être par rapport à un besoin plus précis. Est-ce qu'on peut activer un ransomware sur des données chiffrées? On peut activer un ransomware, oui. On peut activer un ransomware à partir du moment où on a un système de gestion de fichiers, que ces fichiers soient chiffrés ou pas. Finalement, c'est assez peu important, puisque le ransomware va vous chiffrer, entre guillemets, l'interface entre... En fait, c'est... comment on va appeler ça, mon passé technique me fait parfois faux bon, mais en gros, c'est toute l'interface de gestion de fichiers. En gros, on va vous brouiller l'accès à vos fichiers, l'accès à vos données. On va réduire votre OS à une simple interface qui vous permet de payer la rançon. Donc, on vous brouille l'accès à votre système de gestion de fichiers. Que ce soit du FAT, que ce soit du NTFS, que vous voulez, on va brouiller toute cette partie-là. Donc, que les fichiers qui sont présents sur la machine soient chiffrés ou pas, finalement, ça ne fait pas de différence dans l'approche d'un ransomware. Est-ce que les équipes de Threat Hunter sont d'anciens hackers en lien avec ces groupes? Alors non, on regarde quand même qui on embauche. On essaie d'avoir des gens qui sont dans la légalité. C'est des gens qui ont la compétence, qui pourraient largement effectivement être d'anciens ou de potentiels, si on va plutôt le dire comme ça, de potentiels cybercriminels. Ils ont choisi d'être du bon côté de la ligne.
Donc du coup, c'est pas des gens qui ont un passé, comment dirais-je, avec un casier judiciaire. C'est juste des gens qui ont choisi de mettre le défi technique au sein de la protection et pas au sein de l'attaque. C'est des gens qui ont fait le choix d'être dans la légalité et de pas succomber à l'appel du côté sombre et de l'argent facile, heureusement. C'est des gens qui ont aussi beaucoup de certifications issu d'un organisme de certification anglais. Donc voilà, on a fait valider leurs compétences. Je ne m'engagerai pas à 100% sur le fait qu'ils n'ont jamais peut-être réalisé euh, un truc ou deux, on va dire, du temps de leur étude, mais il n'y a en tout cas rien qui n'ait été fait à notre connaissance qui aurait été, comment dirais-je, à l'encontre de la légalité. Voilà ce que je pouvais dire. Je crois que c'est effectivement, oui, c'est du white hat. Hein, c'est typiquement ça. Nos threat hunters participent à pas mal de challenges sur du red teaming, sur des grands événements aussi du monde de la cybersécurité avec d'autres entreprises, donc sur des challenges. Ils font du red teaming, ils font du blue teaming, ils font du purple teaming en l'occurrence, puisqu'ils sont capables d'endosser les deux entités. Mais ça leur permet surtout de s'approprier vraiment les moyens d'attaque, de s'approprier les malwares, la manière de les utiliser. Et une fois qu'ils se sont appropriés ça, ils en déduisent aussi la meilleure façon, excusez-moi, ils en déduisent la meilleure façon de les détecter, évidemment. Donc voilà. Voilà. Avons-nous d'autres questions? Bounty Hunter, on en fait parfois. Il faut savoir que l'on est au sens F-Secure au sens F-Secure, on est lab de sécurité pour un certain nombre de, comment dirais-je, d'entreprises. Par exemple, on fait partie des gens qui testent la robustesse des enceintes connectées Alexa pour Amazon. Donc, oui, il y a une forme de bounty hunting là-dedans, mais on peut participer de temps en temps à un certain nombre de choses. On avait participé on a fait tout un travail sur les fake Cisco également dans cet esprit-là. Donc voilà. Écoutez, voilà pour ma part. Je vous laisse encore un petit peu de temps s'il y a des questions. Je vous remercie vraiment d'avoir assisté à ce webinaire. Je m'excuse pour les problèmes techniques. Comme vous le savez, c'était une première avec WebIKEO. Je ne sais pas pourquoi mon micro a sauté. J'espère en tout cas que vous n'aurez pas perdu trop de contenu dans ce webinaire. J'espère qu'il vous aura intéressé. Je suis pour ma part parfaitement joignable via les réseaux sociaux professionnels, hein, pour ne pas parler de LinkedIn. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez rentrer en contact et parler de ces sujets-là, ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie vraiment encore une fois de vous être connecté, d'avoir passé ce temps-là avec nous. Je ne sais pas exactement quand sera notre prochain webinaire, ni sur quoi, ni le sujet sur lequel il portera, mais j'ai hâte de vous y retrouver. Voilà. Merci encore. Je vous souhaite une très très belle journée. Ah, pardon. L'ANSSI fait appel à vous sur des soucis de sécu comme ils le font pour OCD. Alors j'aimerais bien, je vais vous répondre très honnêtement, en fait j'aimerais bien OCD a le label aujourd'hui, les différents labels de l'ANSSI que nous n'avons pas encore et nous demandons si nous chercherons à les avoir. Et vous savez que vous avez des labels qui sont conditionnés par la loi de programmation militaire, qui sont les labels PACIP, EDIS et PRIS. OCD les a, nous ne les avons pas. Nous travaillons avec l'ANSSI à plein de niveaux. C'est des gens avec qui nous avons des interactions très souvent sur différentes choses. On sait que l'ANSSI consomme des rapports que nous émettons sur différentes thématiques.
Par contre, on est appelé parfois par des cyberassurances, on est appelé par des entreprises, on est appelé par des partenaires dans des cas d'attaque, puisqu'on fournit des services d'incident response, au-delà même de la partie EDR managée, évidemment. La partie EDR managée contient contient des missions d'incident response, évidemment, mais le but est de ne pas en arriver là, vous l'aurez compris. Mais donc voilà, on a un certain nombre effectivement de partenaires et d'acteurs du monde de la cyberdéfense en France avec qui on travaille. L'ANSSI en fait partie. Mais il y a aussi voilà, beaucoup d'autres acteurs. J'espère avoir répondu à votre question. Bah, merci pour vos merci. Il est 10h59. Je pense que c'est la première fois, et Jennifer pourra en témoigner, que je suis à peu près à l'heure. Donc, merci encore. Merci Jennifer pour ton aide. Euh, donc voilà. Au prochain webinar, je pense qu'on on en fera un certainement en juin avant les vacances. Merci à tous. Merci encore. Très bonne journée. À très bientôt. Et voilà, c'est tout pour moi. À bientôt. Au revoir. Merci.